Le grand-père, Bamba Railani, un éleveur de chameaux, fils des nuages, d'une grande prestance, jouit d'une forte autorité au sein des tribus. Il occupe le rang de juge de paix et de guerrier. Il offre à ses petits-enfants respect, liberté, protection et la vraie vie pour terrain de jeu. Les bêtises le font toujours rire. Bamba Railani prépare la relève des âmes trempées. Il sait avec sagesse que ce n'est qu'en explorant qu'on apprend. Le grand Nietzsche ne dira pas autre chose. Seul celui qui agit comprend. Chérif est le plus tendre, inventif, jamais en retard d'une audace physique. Il est aussi, n'ayant jamais connu la crainte, franc comme l'or. Le grand-père a bien du mal à cacher sa préférence pour ce petit bélier à la musculature de jaguar dont le regard expressif déclenche la tendresse. À l'heure du zénith, lorsque les ailes des mouches sont lourdes, réfugié contre son flanc, il s'endort en soupirant de bonheur. Cette intelligence qui s'éveille a besoin de tout comprendre. Il pose des questions. Parfois, ces questions n'ont pas de réponse. Le grand-père le regarde songeur. Bientôt, ce monde immuable va connaître un cyclone. Les enfants grandissent avec l'idée que chaque chose précieuse a besoin d'engagement. La famille compte déjà 2 martyrs contre la pénétration coloniale espagnole. Aux veillées, on se transmet l'histoire de leur sacrifice. Lorsque viendra l'heure des choix, ils pèseront lourd, ces morts, sur la décision de Chérif de rejoindre les rangs du Polisario. En 1975, suite à la fameuse marche verte, marche pacifique imaginée par Sa Majesté Hassan II pour récupérer la province amputée, les Espagnols quittent la région. La sous-région est octroyée à la Mauritanie, État jeune nouvellement créé. Le climat est à l'insurrection. Des étudiants issus du sud du Maroc, dont Mohamed Abdelaziz, né à Marrakech, vont monter El Frente Polisario, espérant créer un État au Sahara. Chérif est nommé responsable d'une cellule révolutionnaire au collège. Comme des centaines de milliers d'adolescents à travers le monde, Ernesto Che Guevara est son modèle. Le romantisme de la jeunesse, le climat révolutionnaire mondial, la manipulation de certains et les erreurs de beaucoup expliquent la création de ce golem qu'est le Polisario, véritable créature politique protéiforme avec qui désormais il faudra compter. Un beau matin, à tout juste 18 ans, Chérif rejoint les rangs du Polisario. Par idéal, il a tout plaqué, imaginant que son sacrifice allait empêcher son monde de se défaire. Il rejoint ses cousins. Dès son arrivée au Polisario, l'adolescent suit un entraînement militaire épuisant. Il dira « De toute la force de mon âme, j'essayais d'être exemplaire. » L'unique possession de cet adolescent à l'âme lumineuse, c'est sa collection de cassettes de Beatles. Dès qu'il les sort, les yeux brillants, pourquoi éprouve-t-on le plaisir de les lui fracasser une à une? Le corps est malmené pour atteindre l'esprit. À l'intérieur de la pensée, il y a des repères, et notamment de culture occidentale, qu'il faut atomiser. Il a imaginé être avec ses cousins, unis comme avant, mais les liens sacrés, familiaux et tribaux, ici, sont à proscrire. Si on te voit en train de parler à un membre de ta famille, tu es aussitôt accusé de tribalisme. Alors on se jette quelques mots en cachette, le regard baissé, la bouche à peine ouverte. La délation est reine, elle vous fait conspirateur. La peur ralentit chaque pensée. On appartient à une cellule, celle-ci gère tout, y compris votre intériorité. Chérif pourrait trouver appui chez les adultes. Certains chefs de tribu se sont engagés.
Tous plus ou moins ont été en relation avec son grand-père. Les grands aînés dans le monde de Bled al-Beidan sont des piliers porteurs. À Tindouf, ceux-ci sont humiliés, bafoués, torturés. Pour des vétilles, gifles et coups pleuvent sur des gens âgés. Le matin, l'appel en public pour un visage mal rasé, cause de l'âme délabrée, les barbes sont tirées. Pour des vétilles, le comportement est d'une inhumanité rare. Le but est qu'aucune tête ne dépasse. Chérif, prêt à subir le plus éprouvant des entraînements pour protéger son Sahara, est révolté. Projeté sans transition des temps bibliques à Kafka, il découvre au Polisario l'exact contraire de ce qu'il est venu chercher. Chaque atteinte à ces malheureux est un coup direct à l'auguste figure de Bamba Railani. Ce dernier, qui voulait en faire un guerrier de lumière, ne sait pas encore qu'avec le présent de son éducation magnifique, il sauvera un jour Chérif de la folie. Pour l'heure, l'entreprise de déstructuration mise en place est d'autant plus efficace sur la majorité qu'elle n'est pas la déviance improbable, l'avatar mal contrôlé d'une organisation dont les méthodes auraient mal tourné. Elle est le fruit d'une politique de déstructuration psychologique connue, codifiée, méticuleusement appliquée. Son seul but pour le groupuscule qui gère l'organisation centrale est de prendre avec une économie d'énergie le contrôle total sur le cerveau des combattants. Son seul but pour le groupuscule qui gère l'organisation centrale est de prendre avec une économie d'énergie le contrôle total sur le cerveau des combattants. L'esprit libre, spontané, intelligent de Chérif, tel que l'a souhaité Bamba, va rapidement devenir pour les cadres du Polisario un caillou dans la chaussure. À cet instant, dit-il, j'ai compris que l'on nous avait endoctrinés. J'ai profondément regretté d'être venu. Toutes les demandes d'autorisation pour revenir chez lui sont refusées. L'entraînement physique est abrutissant, les règles inintelligibles. Pourtant, elles ne suffisent pas à submerger une pensée libre dont l'amour et l'admiration sont le grand repère pour un point d'ancrage insubmersible, le grand-père Bamba Railani. Pour l'heure, avec Chérif, le Polisario n'a guère de choix. Il a vu, compris, il le leur dit, ils sont démasqués. S'il le laisse repartir, ce fils de grande tante va leur faire une telle contre-propagande en révélant ce qui se passe dans les camps que cela sera dangereux pour l'organisation tout entière. S'il le garde, il peut contaminer une partie des autres. Ils ont activé un virus d'annihilation des facultés personnelles sur le cerveau des combattants. Sur Chérif, ce virus ne prend pas. Sur les âmes qui très tôt ont été entraînées à l'intelligence déductive par expérimentation, des anticorps naturels se mettent en place. Son œil a déjà distingué un énorme trafic au niveau de l'aide humanitaire. Ce fou peut leur faire péter l'organisation en plein vol. En réalité, pour les récalcitrants, l'organisation a tout prévu. Il l'envoie directement en Libye, suivre un entraînement militaire au rythme forcené avec des profs russes et l'obligation de connaître à l'envers et à l'endroit le livre vert de Kadhafi. Kadhafi à qui le Polisario doit tout. Il les arme, les entretient à coups de millions de dollars. Kadhafi qui veut rentrer dans l'histoire à l'égal de Mao avec son livre rouge et qui a échafaudé une théorie oiseuse du pouvoir par le peuple. Cette théorie à base de manipulation mentale va lui permettre ni plus ni moins de régner en maître absolu pendant plus de 40 ans sur la Libye. Pour Chérif, l'expérience libyenne va durer 3 ans. 3 ans sous une surveillance étroite, coupé de tout, à l'égard de ce qui autrefois a constitué son monde, ses liens, ses repères. Il apprend par cœur en Libye que les liens tribaux sont constitutifs de la nature de l'homme,
Il a vu appliquer exactement le contraire à Tindouf. Lorsqu'il revient de ses 3 ans, effaré, les cadres du Polisario constatent que leur investissement n'a servi à rien. La pensée de shérif reste libre, faite d'un métal inaltérable. Ce chien leur a fait perdre beaucoup trop de temps. Il faut passer au stade 3 du traitement. Shérif ignore que le prix à payer, c'est le prix des meilleurs. Sur le territoire occupé par le Polisario, à 40 km de Tindouf, dans une immense zone désertique balayée par les vents, cernée de hauts murs et de miradors, il existe une zone absolument interdite qui porte un nom sinistre, le camp Rachid. Des fosses ont été creusées à même le sol, sur une hauteur d'1,80 m. Les excavations pour y pénétrer supposent de descendre 3 marches, puis de s'y glisser en rampant. De la surface, toute trace de vie doit être indécelable. La largeur de ces fosses dépasse à peine celle des épaules et l'on ne peut y étendre les jambes. Une plaque en zinc les recouvre, une plaque elle-même, objet de torture puisqu'elle transmet la morsure du grand froid et la brûlure du soleil. L'air et la lumière y pénètrent par un carré de 10 cm de côté. Shérif sera jeté dans une de ces tombes et deviendra, comme ses compagnons de misère, un chien. C'est ainsi que les gardiens appellent leurs prisonniers. Chien. Chien suivi d'un numéro. Il sera successivement le chien numéro 28, le chien numéro 7, le chien numéro 32. Les gardiens ne gardent plus des hommes, ils gardent des chiens galeux, des chiens pleins de poux, des chiens supposés dangereux, des chiens blessés, des chiens bientôt moribonds. C'est dans cet espace, hors du temps, aux frontières de l'innommable, hors des hommes, hors des normes, hors de l'humanité, que de nombreux hommes perdront la vie. Une porte en tôle fermée de l'extérieur par un loquet dérisoire permet de les extraire pour leur faire ingurgiter une platée de lentilles gluantes, livrées à des milliers de moustiques qui serviront de protéines. Pour pallier à la légèreté de la porte, les mains la nuit sont liées très serrées dans le dos. Les jours sont un enfer. La peau du cuir chevelu est brûlée. Les nuits sont un calvaire. Il fait au désert très froid, autour des 3 degrés. Le corps est secoué de douleur. Les liens font souvent garrot et rentrent dans la chair qui gonfle. Seule solution, se mettre à genoux, tête en bas, et essayer de soulever les bras à l'arrière le plus haut possible pour que le sang continue de circuler. Gémir aide à expirer la douleur. Chaque heure de la nuit, il faut répondre au cri de la sentinelle sous peine d'être battu. Les lanières sont des bouquets de fils métalliques de 3 mm qui font éclater les chairs. Les excréments sont là au milieu avec cette odeur nauséabonde de corps qui souffre. Une boîte de lénido rouillée de 5 kilos fait affaire de réceptacle. On imagine la maladresse du corps entravé. Une douche tous les 4, 5, voire 6 mois. Le corps devient une gigantesque plaie rongée de poux. Au bout de quelques mois, la notion du temps s'estompe et même de l'heure. Les yeux deviennent progressivement aveugles. Les prunelles, à cause de l'obscurité, restent en midriase. Seul l'instinct se développe, à l'instar des animaux qui sentent la mort rôder. Les jours où il va être torturé, dans les heures qui précèdent, Shérif le sent. On atteint alors l'apogée de l'horreur, la frontière à partir de laquelle les mots se taisent, le corps en conserve l'écriture partout gravée. Ce système a besoin de justification pour motiver les tortionnaires. On ne peut dire « tu as vu »
compris nos failles, notre faiblesse, notre colossale erreur, on t'élimine. Non, les prisonniers sont accusés de collusion avec l'ennemi, et notamment avec des services secrets étrangers. Il faut absolument leur faire avouer où et quand ils ont eu leur pseudo-contact pour mettre en péril l'organisation. Parfois, la torture physique se double d'une torture morale abjecte, comme cette fois où ils ont torturé un jeune journaliste pour l'obliger à dire qu'il avait suivi une formation contre-révolutionnaire avec Chérif. Vrai combat d'une torture morale abjecte, comme cette fois où ils ont torturé un jeune journaliste pour l'obliger à dire qu'il avait suivi une formation contre-révolutionnaire avec Chérif. Vrai combat de chiens dans les bas-fonds obscurs du camp. Leurs bourreaux sont masqués. On les torture séparément. Lorsqu'on les confronte, le chien qu'on lui oppose est son ami. Le malheureux dont les yeux ne voient plus dans un état de total délabrement, le reconnaît à 5 cm du visage, lui tombe dans les bras. Ce sont 2 enfants qui se mettent à sangloter enlacés sans pouvoir s'arrêter. Abdelaziz Aïdallah est traîné. Chérif l'entend crier. Il ne le reverra plus vivant. C'est lorsqu'il a été le chien numéro 28 qu'il a le plus souffert. Au bout de quelques mois, ses yeux sont aveugles. Les muscles ne le portent plus. Il est une plaie vivante. Le cuir chevelu est une cloque. Roulé dans une couverture aux portes de la mort, il sera vaguement traité au réomycine, injection d'eau salée dans les plaies, car l'infirmier lui-même est un tortionnaire. Mais la vitamine D de la lumière va le sauver. La vie repart. Ils le remettent dans une autre fosse. Le chien numéro 7 s'adapte. Pour éviter de devenir fou, il se projette ailleurs. Il y a une bulle, un sas qu'ils n'ont pas vu et dans laquelle il se réfugie de longues heures. Là, il est en contact avec le monde libre. Il parle en permanence. Il raconte la cruauté abjecte. Il est la voix de ceux qui n'en ont déjà plus. Les mois passent. Il devient le chien numéro 32. À l'extérieur, des pressions familiales travaillent pour le faire libérer. L'organisation, bientôt menacée par un soulèvement, le libère. Il découvre que son calvaire dans les fosses du camp Rachid aura duré 5 ans. En quelques mois, il est soigné, retapé, remis sur pied. Il faut effacer l'inhumaine condition, lui faire comprendre que c'était pour le redresser. On lui donne même une promotion. Il sera expédié à Alger à l'ambassade de la République arabe sahraoui. Comme les étourneaux, il s'étourdit au vent de la vie. Ses ailes se déplient. Il n'a pas 30 ans. Il vient de passer plus d'une décennie dans un étau. Quelques mois, puis une fenêtre se présente et Chérif s'évade pour de bon. Après une très lente implosion, viendra le temps de la reconstruction. Sa vie, désormais, comme il l'avait visualisé dans la fosse du camp Rachid, sera de témoigner auprès de toutes les grandes organisations des droits de l'homme pour que le monde sache l'obscure réalité et le destin atroce de toutes les victimes du Front Polisario. Ce combat titanesque, entrepris depuis 20 ans face à l'oubli, et il faut le dire souvent à l'indifférence, ne lui laisse aucun répit. C'est encore au nom de tous les siens qu'il privilégie des activités magnifiques qui rapprochent les hommes et les transcendent en élevant leur niveau de conscience. Le concept de résilience semble avoir été inventé pour lui, Chérif, le petit-fils de Bamba Railani.